Un homme riche, aimé de tous, trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. Poussé dans l'océan, laissé pour mort, jusqu'à ce qu'un pauvre garçon change tout. Ce qui suivit fut un rebondissement que personne n'aurait pu imaginer. N'oubliez pas de vous abonner, et n'hésitez pas à liker, car cela représente le monde pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de notre plongée dans l'histoire. Jonathan Reed vivait dans une grande maison lumineuse près de la baie de Biscayne, à Miami. Sa maison était peinte en blanc, avec de grandes fenêtres qui laissaient toujours entrer le soleil. Chaque matin, les gens qui passaient s'arrêtaient juste pour lui faire un signe de la main. Certains disaient « Bonjour, Monsieur Reed », tandis que d'autres souriaient tranquillement, se sentant réconfortés simplement parce qu'il leur souriait en retour. Jonathan n'était pas seulement un homme riche. C'était un homme bon. Quand quelqu'un avait faim, il le nourrissait. Quand quelqu'un était triste, il s'asseyait à côté et écoutait. Il possédait une grande entreprise de construction qui bâtissait des maisons et des bureaux. Mais contrairement aux autres patrons, Jonathan traitait chaque travailleur comme un membre de sa famille. Si l'enfant d'un travailleur était malade, Jonathan payait le médecin. Si quelqu'un ne pouvait pas se payer de déjeuner, Jonathan glissait discrètement de l'argent dans sa poche. Il ne parlait jamais de sa générosité, mais la nouvelle se répandait. Les enfants couraient souvent vers lui en gloussant, car ils savaient qu'il avait toujours des bonbons dans ses poches. Un soir, alors que Jonathan revenait de son bureau, un groupe d'enfants courut vers lui. Sa Mercedes noire s'arrêta à la porte, et avant qu'il ne puisse en sortir, de petites mains tapèrent sur les vitres. « Des bonbons ! Des bonbons !» criait-il. Jonathan rit en ouvrant la portière. Son rire était fort, chaleureux et contagieux, comme de la musique qui remplissait l'air. Il plongea la main dans son manteau et en sortit une poignée de friandises colorées. Les enfants poussèrent des cris de joie, attrapant leur part et s'enfuyant joyeusement. Une vieille femme, assise à proximité sur une chaise en bois, leva les mains et le bénit. « Que Dieu vous bénisse, Jonathan. Que vos jours soient longs. » Jonathan lui sourit et s'inclina légèrement. « Merci, Mama Rosa. Que vous viviez en paix. » Mais tout le monde ne regardait pas Jonathan avec amour. Derrière son grand sourire et les acclamations des gens, des ombres de jalousie se cachaient à la vue de tous. Ses trois frères et sœurs, Mark, David et Hélène, le regardaient de loin. Ils menaient des vies confortables, mais ne se sentaient jamais satisfaits. Chaque fois qu'ils voyaient la voiture de Jonathan, ses costumes, ou entendaient la façon dont les gens l'admiraient, l'amertume se resserrait dans leur cœur. Au dîner, ils faisaient semblant d'être fiers de lui. Ils applaudissaient lorsqu'il partageait des histoires sur ses projets. Il hochait la tête lorsque les voisins le louaient. Mais une fois les lumières tamisées et la nuit devenue silencieuse, des murmures d'envie remplissaient leur chambre. Mark, l'aîné, serrait souvent les poings. Pourquoi a-t-il tout? Le respect, l'argent, l'entreprise? Et nous, alors? David, le cadet, haussait les épaules, mais ses yeux brillaient d'une colère silencieuse. Il agit comme un roi. Tout le monde s'incline devant lui. Mais nous ne sommes que ses ombres. Hélène, la plus jeune, fixait le manoir de son frère chaque fois qu'elle passait devant. Son cœur brûlait d'envie. Il se croit intouchable. Mais un jour, il verra. Un jour, il ne sera plus l'enfant chéri. Jonathan, avec son cœur confiant, ne se doutait de rien. Pour lui, la famille était amour. Et dans son monde, l'amour signifiait la sécurité. Il n'avait aucune idée que sous les sourires même de ses frères et sœurs, la trahison était en train de naître. La jalousie grandissait comme de mauvaises herbes. Elle se répandait silencieusement, étouffant doucement l'amour qui restait. Mark, grand et large, se tenait souvent devant le bureau de Jonathan, fixant la Mercedes noire brillante garée près de l'entrée. Il touchait sa propre vieille voiture et sentait la colère monter. Il conduit ça, pendant que je conduis ça, marmonnait-il sous son souffle. Et on partage le même sang. David, qui avait toujours voulu être admiré, enviait la façon dont Jonathan portait ses beaux costumes. Jonathan ne se vantait jamais, mais les gens le remarquaient partout où il allait. David, dans ses vêtements simples, se sentait invisible. Il serrait les dents, se disant « Il porte de la soie, pendant que je porte de la poussière. » Et tout le monde applaudit pour lui. Hélène, qui aimait l'attention, détestait la façon dont les gens respectaient son frère plus qu'elle. Chaque fois qu'elle se promenait en ville, elle entendait les gens dire « C'est la sœur de Jonathan. » Ils ne l'appelaient jamais par son nom.
Il ne louait jamais sa beauté ou son charme. Elle détestait être dans son ombre. Le soir, lorsque Jonathan travaillait tard dans son bureau, ses frères et sœurs se rassemblaient en secret. Ils se versaient des verres de vin, chuchotant des mots qui coupaient plus que des couteaux. Marc claqua son poing sur la table un soir. Assez. Il faut agir. Il a trop, pendant que nous grappillons les restes. David hocha la tête, les lèvres retroussées. Oui. Nous méritons sa fortune aussi. Elle nous appartient à tous. Pourquoi devrait-il la garder seule? Hélène se pencha en avant, sa voix douce mais remplie de venin. Alors nous la prenons. Pas seulement son argent. Tout. Son entreprise. Son respect. Même sa vie. Ils se fixèrent tous. Pendant un instant, le silence s'attarda, lourd et sombre. Puis, lentement, des sourires se répandirent sur leurs visages. Des sourires qui cachaient des poignards. Pendant ce temps, Jonathan était assis dans son bureau, des papiers étalés devant lui. Il travaillait sur un nouveau projet de logement pour les familles pauvres qui vivaient dans de vieilles maisons délabrées. Il imaginait des enfants jouant en toute sécurité dans de nouveaux jardins, des mères souriant dans des cuisines avec de l'eau propre, des pères se reposant dans des maisons sans fuite. Sa secrétaire, Amanda, frappa à la porte. Elle avait vu la façon dont Marc et David avaient regardé la voiture de Jonathan plus tôt. Elle avait une fois surpris Hélène en train de murmurer des mots amers. Son cœur s'inquiétait pour son patron. « Monsieur, dit-elle doucement, vous devriez vous reposer. Vous travaillez trop dur. » Jonathan sourit, ses yeux bienveillants. « Amanda, les pauvres ne se reposent pas quand leur toit fuit. Pourquoi devrais-je me reposer avant de les avoir réparés? » Amanda hésita. « Vous faites trop confiance, monsieur. Tout le monde ne sourit pas avec un cœur pur. » Jonathan rit doucement. « Peut-être. Mais je crois que l'amour gagne toujours. » Il s'adossa, rêvant de la joie qu'il apporterait avec son projet. Il ne savait pas que, dans une autre maison, cette même nuit, ses frères et sœurs affûtaient un plan mortel. Le plan commença par de faux rires. Un après-midi, Jonathan était dans son bureau en train de signer des documents lorsque ses frères et sœurs entrèrent. Leurs visages brillaient de sourires si larges que même Amanda, assise dehors, haussa un sourcil de suspicion. David fut le premier à parler. « Frère, tu travailles trop. Tu as besoin d'une pause. » Sa voix était chaleureuse, presque trop chaleureuse. Jonathan leva les yeux, ses yeux brillants de joie. « Une pause? Qu'est-ce que tu suggères? » Marc claqua des mains. « Une croisière? Ce week-end? Juste en famille. La brise marine, les étoiles, les vagues. Tu le mérites. » Le cœur de Jonathan bondit. « Une croisière? Ça a l'air merveilleux. » Hélène inclina la tête, son sourire doux mais ses yeux vifs. « Oui, frère. Un voyage pour l'amour. Juste nous. Pour te célébrer. » Le rire de Jonathan remplit la pièce. Quelle idée parfaite. Nous allons naviguer, nous allons rire, nous allons créer des souvenirs. Amanda, assise à son bureau, se figea. Elle se souvenait des murmures qu'elle avait entendus. Elle voulait parler, mais comment pouvait-elle accuser la propre famille de Jonathan? « Je m'en occupe ?» demanda Jonathan avec impatience. « Oui, dit rapidement Marc. Fais-le toi. Tu sais toujours ce qu'il y a de mieux. » Jonathan hocha la tête joyeusement. « Très bien. Je paierai pour tout. Nous partons ce week-end. » Les frères et sœurs échangèrent des regards, des messages silencieux passant entre leurs yeux. Jonathan, aveuglé par sa confiance, ne vit que la joie. Il n'avait aucune idée que leur rire était peint de mensonges. Ce soir-là, alors que Jonathan rentrait chez lui, il fredonnait un air joyeux. La pensée de naviguer avec sa famille faisait gonfler son cœur. Il s'imaginait des couchers de soleil sur l'océan, de longues conversations avec ses frères et sœurs, et des moments joyeux à chérir pour toujours. Mais Amanda, le regardant partir, se murmura, « Quelque chose ne va pas. Quelque chose de sombre se cache derrière leur sourire. » Jonathan fit ses valises avec excitation. Il sortit des chemises légères, des pantalons soigneusement pliés et ses lunettes de soleil préférées. Il cirait ses nouvelles chaussures et les plaça soigneusement dans la valise. Il acheta même des collations et des boissons supplémentaires, pensant que ses frères et sœurs les apprécieraient. Alors qu'il fermait sa valise,
ses voisins lui firent un signe de la main de l'autre côté de la rue. « Profitez de la brise marine, monsieur Reed » crièrent-ils. Jonathan sourit chaleureusement. « Je le ferai. Je vous rapporterai des histoires. » Pendant ce temps, dans une autre maison, les frères et sœurs chuchotaient à nouveau. Leur voix était basse, leurs mots glaçants. Hélène était assise près de la fenêtre, ses yeux froids. « Il ne verra pas demain » murmura-t-elle. David ricana. « Au moment où les étoiles brilleront, il sera parti. » Marc leva son verre. « À nous, alors. » À la fin de Jonathan Reed. Ils trinquèrent, le rire remplissant la pièce. Mais ce n'était pas le rire de l'amour. C'était le rire du poison. Jonathan, dans sa propre maison, fredonnait joyeusement en faisant ses valises. Il pensait à la brise marine caressant son visage, aux étoiles scintillant au-dessus des vagues, aux histoires qu'il raconterait à ses employés à son retour. Son cœur généreux ne voyait que la joie. Il ne pouvait pas voir la tempête qui se rassemblait derrière lui. Le port de Miami bourdonnait d'excitation ce samedi. Les familles portaient des sacs colorés, les enfants riaient, et les mouettes tournaient au-dessus, criant fort comme si elles chantaient des chansons d'adieu. La brise salée emplissait l'air. Jonathan arriva dans sa Mercedes, en sortant avec un grand sourire. Les travailleurs du port le reconnurent et lui firent un signe de la main. « Bonjour, monsieur Reed. » Jonathan leur fit un signe chaleureux en retour. « Bonjour, les amis. » Ses frères et sœurs le suivaient, leur sac à la main. Leurs visages affichaient des sourires, mais leurs yeux cachaient des secrets. Marc tapa dans le dos de Jonathan. « Ça va être amusant. » Jonathan rit, sa voix joyeuse. « Oui. La mer, les étoiles, la famille réunie. » Mais lorsque Jonathan se détourna, les yeux de Marc devinrent froids. Sur le navire, des serveurs en uniforme blanc servaient des boissons. De la musique flottait dans l'air, et les gens dansaient légèrement sur le pont. Jonathan inspira profondément, se sentant vivant. Il leva un verre de jus et le tint en l'air. « À la famille et à l'unité » déclara-t-il. Ses frères et sœurs levèrent aussi leurs verres, souriant en trinquant. Mais derrière leur sourire, la malveillance brillait comme un feu caché. Le navire quitta le port, fendant les vagues. Jonathan s'appuya sur la rambarde, regardant la ville devenir de plus en plus petite. L'océan s'étendait devant lui, infini et magnifique. Son cœur était plein de paix. Mais derrière lui, 3 paires d'yeux le surveillaient de près. Il ne voyait pas la beauté de l'océan. Il ne voyait que le compte à rebours de sa destruction. Le bateau de croisière brillait sous des lumières dorées. De longues tables étaient dressées avec des assiettes brillantes, des verres et de la nourriture qui sentait si bon qu'elle donnait faim à tout le monde. Les serveurs se déplaçaient rapidement, portant des plateaux de crevettes, de steaks et des bols de fruits. De la musique jouait doucement en fond sonore, et les rires des autres passagers flottaient dans l'air. Jonathan était assis au centre de la table avec ses frères et sœurs. Son cœur était léger. Il racontait des histoires amusantes sur les travailleurs de son entreprise et comment il faisait parfois des erreurs stupides sur les chantiers. Son rire remplissait la pièce, faisant rire les autres autour de lui. Marc souriait poliment, hochant la tête au bon moment, mais ses yeux ne cessaient de cligner vers Hélène et David. Hélène se pencha près de lui, ses lèvres bougeant à peine alors qu'elle chuchotait « bientôt ». Sa voix était basse et tranchante comme une lame. David tapotait son verre avec son doigt, faisant semblant d'apprécier l'histoire, mais sa jambe sautait nerveusement sous la table. Son esprit n'était pas sur la nourriture ou les blagues de Jonathan. Son esprit était sur le plan. Jonathan leva joyeusement son verre de vin. Il voulait trinquer à nouveau. Son cœur était plein de gratitude. À l'amour, à la famille, dit-il fort. Sa voix était chaleureuse et sincère. Son sourire s'étira largement, ses yeux étincelants. Tout le monde autour de la table trinqua, et le bruit du verre contre le verre sonna comme de petites cloches. Mais les frères et sœurs de Jonathan ne ressentaient pas la joie de ce toast. Leurs yeux brillaient d'une chose plus sombre, quelque chose de froid. Jonathan but profondément, puis posa son verre avec un soupir de bonheur. Cette croisière est une merveilleuse idée. Merci, ma chère famille. Je m'en souviendrai toujours. Hélène sourit doucement, sa voix suave. Oui, frère. Toujours. Ces mots étaient pleins d'un double sens. Jonathan, aveuglé par la confiance, ne le remarqua pas. Il mangeait joyeusement, savourant le steak riche, les fruits sucrés, le pain frais.
Ses frères et sœurs faisaient semblant de faire de même, mais leurs esprits comptaient les minutes. Les lumières dorées brillaient plus fort, le navire avançait doucement sur les vagues, et les rires résonnaient dans l'air. Mais en dessous de tout cela, un plan silencieux battait comme un tambour. Un tambour mortel qui attendait sa frappe finale. La lune s'éleva haut dans le ciel, ronde et brillante comme une pièce d'argent. L'océan s'étendait, vaste et sombre, chuchotant des secrets dans les vagues qui clapotissaient contre le navire. Les étoiles scintillaient au-dessus, leur lumière dansant doucement sur l'eau. Jonathan se tenait près de la rambarde, ses coudes posés sur le métal froid. La brise toucha son visage, et il ferma les yeux un instant, inspirant profondément. L'air salé était frais, apaisant. Derrière lui, Marc, David et Hélène échangèrent des regards rapides. L'heure était venue. Hélène pointa soudainement l'eau. Sa voix était forte et pleine d'une fausse excitation. « Regarde, Jonathan. Un énorme poisson. Juste là. » Jonathan se tourna rapidement, sa curiosité le poussant plus près du bord. « Un poisson ? Où ? Je ne le vois pas », sa voix portait un sourire. David se déplaça silencieusement derrière lui, le visage tendu. Marc serra la mâchoire, ses mains s'enroulant en poing. Hélène se pencha en avant, son doigt pointant les vagues. « Là. Près de l'eau. Regarde bien. » Jonathan se pencha, ses yeux plissés pour voir dans la lumière de la lune. Il ne vit rien d'autre que des vagues sombres. Il rit doucement. Peut-être qu'il a nagé loin. Et puis ce fut le moment. Dans un mouvement rapide et terrible, David poussa fort contre le dos de Jonathan. Marc le rejoignit, poussant avec une force froide. Jonathan haleta, son corps basculant en avant. Le choc emplit son visage, sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit avant que l'océan glacé ne l'engloutisse entièrement. L'eau le frappa comme des couteaux. Ses poumons se remplirent de sel. Il donna des coups de pied, ses bras se débattant sauvagement, mais le bateau de croisière glissait déjà en avant, le laissant derrière lui. Sur le pont, Marc, David et Hélène restèrent figés un instant. Le bruit de l'océan engloutit les cris de Jonathan. Sa tête remonta une fois au-dessus des vagues, sa voix faible. Marc. David. Hélène. Mais ils ne se tournèrent pas. Ils fixèrent rapidement leur visage dans des masques de calme. Ils tournèrent le dos à la rambarde, rentrèrent à l'intérieur et se mêlèrent au rire des autres invités. Le navire continua sa route, laissant les éclaboussures désespérées de Jonathan engloutis par la mer sombre. L'eau était glaciale. Elle griffait la peau de Jonathan, le tirant plus profondément. Ses beaux vêtements devinrent lourds, l'entraînant vers le bas. Il haleta, mais chaque halètement remplissait sa bouche d'eau salée amère. Il toussa et s'étouffa, ses bras se débattant follement. Le bateau de croisière devint de plus en plus petit, ses lumières s'estompant au loin. La panique monta dans la poitrine de Jonathan comme un feu. Il cria à nouveau, bien que sa voix fût faible. Marc. David. Hélène. Aucune réponse ne vint. Seulement le bruit des vagues frappant son corps. Les larmes se mélangèrent à l'eau salée sur son visage. La trahison faisait plus mal que la morsure froide de l'océan. Sa propre famille, son propre sang, l'avait poussé vers la mort. Ses bras se sentaient lourds. Ses jambes ralentirent. Son corps flottait faiblement, chaque vague le tirant plus loin dans l'obscurité. Les étoiles au-dessus scintillaient, regardant silencieusement, presque moqueuses. Jonathan pensa aux gens qu'il aimait, aux travailleurs dont il avait pris soin, aux familles pauvres qu'il avait promis d'aider. Il pensa aux enfants qui couraient vers lui pour des bonbons. Il pensa à la bénédiction de Mama Rosa. Que vos jours soient longs. Cette bénédiction se terminait-elle ce soir? Ses poumons brûlaient. Son corps s'enfonçait plus bas. Le noir s'insinua dans sa vision. L'océan semblait infini, cruel, prêt à le garder pour toujours. Juste au moment où sa force s'évanouissait, un son faible toucha ses oreilles. La voix d'un garçon, porté par le vent. Accrochez-vous. Je vous vois. Le cœur de Jonathan s'agita faiblement. Il cligna des yeux à travers le flou de l'eau salée. Une lumière faible vacillait au loin, se rapprochant. Son corps flottait sans aide, mais l'espoir, un espoir minuscule et fragile, le maintint en vie un peu plus longtemps. Le son revint, plus fort cette fois. N'abandonnez pas. J'arrive. Jonathan s'accrocha à ces mots alors que ses yeux se fermaient,
son corps se rendant aux vagues. Loin de là, dans un petit bateau en bois, un garçon de 14 ans nommé Ethan Miller était assis avec une canne à pêche. La nuit était calme autour de lui, seulement le doux clapotis de l'eau contre le bateau. Les yeux d'Ethan étaient vifs, ses mains tenant fermement la canne. La pêche était le seul moyen de subsistance de sa famille. Soudain, il remarqua un mouvement au loin. Au début, il pensa que c'était un gros poisson. Les vagues éclaboussaient étrangement, et quelque chose flottait de haut en bas. Ethan plissa les yeux, se penchant en avant. Puis il le vit clairement, la tête d'un homme, s'enfonçant et remontant, les bras se débattant faiblement. Le cœur d'Ethan tambourina. Il laissa tomber sa canne à pêche et attrapa sa rame en bois. Sa voix brisa le silence de la nuit. « Accrochez-vous. Je vous vois. » La tête de l'homme s'enfonça à nouveau. La peur serra la poitrine d'Ethan, mais il ramait plus fort. Le petit bateau tangua dangereusement alors qu'il poussait contre l'eau. Ses jeunes muscles lui faisaient mal, mais il ne s'arrêta pas. La distance se réduisit lentement. Le scintillement du clair de lune révéla le visage de l'homme, pâle et faible. Ses yeux étaient à moitié fermés, ses lèvres bleues à cause du froid. « Ne mourrez pas !» cria Ethan. « J'y suis presque. » Enfin, avec une dernière poussée, Ethan atteignit la silhouette qui se débattait. Le bateau bascula alors qu'il se penchait, ses mains agrippant le bras de l'homme. L'homme était lourd, gorgé d'eau, son corps flasque comme un sac de pierre. Ethan grogna, tirant de toutes ses forces. Le bateau tangua dangereusement, de l'eau s'éclaboussant par-dessus les bords. Pendant un moment terrifiant, Ethan pensa qu'ils couleraient tous les deux. Mais avec une dernière traction désespérée, l'homme s'effondra au fond du bateau, toussant faiblement. De l'eau s'écoulait de sa bouche. Son corps frissonnait violemment. Ethan s'effondra à côté de lui, haletant. « Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous tiens. » Les yeux de l'homme s'ouvrirent légèrement. Son regard rencontra le visage d'Ethan. Un faible murmure s'échappa de ses lèvres, à peine audible. Merc.ci, la poitrine d'Ethan se serra. Il attrapa rapidement une vieille couverture sous son siège et en couvrit l'homme. « Ne parlez pas. Vous avez froid. Je vous emmène à la maison. » Les petites mains du garçon agrippèrent à nouveau les rames. Le bateau se tourna vers le rivage, son corps en bois grinçant. Ethan ramait férocement, ses bras brûlants, mais son cœur était fort. Derrière eux, le vaste océan engloutit la dernière trace du navire de croisière, emportant les rires de ceux qui avaient trahi. Devant eux, une petite maison en bois attendait sur le rivage, où le cœur d'une mère était prêt à faire preuve de miséricorde. Jonathan Reed, l'homme trahi par son propre sang, avait été sauvé par un pauvre garçon avec rien d'autre que du courage dans la poitrine. Le petit bateau en bois toucha le rivage sablonneux avec un bruit sourd. Ethan transpirait, ses petites mains tremblant d'avoir tant ramé. Il tira l'homme lourd avec précaution, le traînant sur le sable. Le clair de lune brillait sur le visage pâle de l'inconnu, de l'eau s'égouttant de ses vêtements. « On y est presque, » murmura Ethan, haletant. « N'abandonnez pas maintenant. » Sa maison n'était qu'à quelques pas. C'était une petite maison en bois avec un toit de travers, l'odeur du poisson s'attardant dans l'air de la pêche du jour. Une douce lumière jaune brillait de l'intérieur. La mère d'Ethan, Clara, entendit des bruits dehors. Elle lavait une petite casserole lorsqu'elle s'arrêta, écoutant attentivement. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle entendit des pas pressés. Elle ouvrit rapidement la porte, et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Ethan était là, le visage rouge, la poitrine haletante. À côté de lui gisait un grand homme, trempé, respirant à peine. « Maman » haleta Ethan. « Il est tombé dans l'océan. On doit l'aider. » Clara les guida avec une force née du cœur d'une mère. Ils allongèrent l'homme sur un petit lit dans un coin, le seul lit supplémentaire de la maison. Clara attrapa rapidement une couverture, l'enroulant fermement autour de son corps tremblant. Elle essuya son visage avec un chiffon sec, tandis qu'Ethan se dépêchait d'en apporter d'autres. La petite maison sentait le sel et le poisson, mais cette nuit-là, elle devint un lieu de sauvetage. L'étranger toussa, de l'eau s'échappant de ses lèvres. Clara lui souleva rapidement la tête. Doucement. Vous êtes en sécurité. Les yeux d'Ethan étaient grands de souci. Il se tenait prêt, regardant. Il va vivre, maman? Clara hocha la tête fermement, bien que son cœur tremblât. Il le fera.
Nous devons le garder au chaud. Les paupières de l'homme s'ouvrirent légèrement. Ses yeux faibles rencontrèrent le visage de Clara. Elle lui offrit un doux sourire. Reposez-vous, monsieur. Vous êtes en sécurité ici. Pour la première fois depuis que l'océan froid l'avait englouti, Jonathan Reed sentit de la chaleur, non pas de la richesse ou des couvertures fines, mais de la gentillesse dans une pauvre maison en bois. La lumière du soleil du matin se glissa à travers les fissures des murs en bois, peignant de fines lignes dorées sur le sol. Les oiseaux gazouillaient dehors, leurs douces chansons remplissant l'air. Jonathan s'agita, son corps endolori, mais sa respiration était régulière maintenant. Il ouvrit les yeux lentement, clignant des yeux devant le plafond inconnu. Pendant un instant, la confusion envahit son esprit. Puis il se souvint, la croisière, la poussée, l'océan sombre. Son cœur se serra de douleur. À côté de lui, une petite silhouette était assise tranquillement. Ethan était sur un tabouret, ses coudes reposant sur ses genoux, le regardant de près. Ses jeunes yeux s'illuminèrent lorsqu'il vit Jonathan se réveiller. « Vous êtes vivant » dit Ethan, se levant presque d'un bond. Sa voix portait à la fois du soulagement et de la joie. La voix de Jonathan était rauque et faible. « Où suis-je » Clara entra à ce moment-là, portant un bol de bouillie. Elle marcha à son côté, ses yeux bienveillants. « Vous êtes en sécurité. Mon fils vous a tiré de la mer. Vous êtes chez nous. » Jonathan lutta pour s'asseoir, mais Clara posa doucement une main sur son épaule. « Pas encore. Reposez-vous. Vous êtes encore faible. » Jonathan tourna la tête vers Ethan, ses yeux remplis de gratitude. Ses lèvres bougèrent lentement, chuchotant « Tu m'as sauvé ». Les joues d'Ethan devinrent rouges. Il se gratta l'arrière de la tête timidement. N'importe qui l'aurait fait. Vous vous noyez. Je ne pouvais pas simplement vous laisser. Jonathan sourit faiblement, bien que son corps lui fît encore mal. Pas tout le monde n'aurait fait ce que tu as fait. Clara s'assit sur le bord du lit et souleva le bol de bouillie. Mangez un peu. Cela vous donnera de la force. Elle le nourrit lentement, cuillère par cuillère, comme s'il était son propre enfant. Jonathan, un homme qui dînait autrefois dans des salles dorées, mangeait maintenant dans un bol en bois de femme pauvre. Mais à ce moment-là, cela semblait plus riche que n'importe quel festin. La chaleur de la bouillie se répandit dans son corps. La gentillesse dans les yeux de Clara remplit son cœur. Il murmura doucement, presque pour lui-même, « Je pensais que j'étais mort. » Clara toucha sa main doucement. « Vous en étiez proche. Mais Dieu vous a envoyé mon fils. Reposez-vous maintenant. Vous êtes en sécurité. » Jonathan ferma les yeux, des larmes pressant derrière ses paupières. Pour la première fois depuis des années, il sentit la profondeur d'un amour vrai et désintéressé. Les jours passèrent, et Jonathan resta dans la petite maison en bois des Miller. Sa force revint lentement, comme la marée revenant sur le rivage. Clara lava ses vêtements trempés et les pendit au soleil, tandis qu'Ethan lui tenait compagnie avec un bavardage sans fin. Ethan racontait des histoires de parties de pêche, des fois où il n'avait attrapé que des algues, et de la fois où il avait attrapé un poisson si gros qu'il l'avait presque tiré dans l'eau. Sa voix remplissait la petite maison de rire. Jonathan écoutait, souriant, parfois ricanant, parfois fermant les yeux alors que les histoires du garçon l'éloignaient de sa douleur. Le soir, Clara lisait doucement sa Bible. Sa voix douce apaisait le cœur de Jonathan. Elle lisait des mots d'espoir, de force, de lumière après l'obscurité. Jonathan fermait les yeux, sentant la paix l'envahir comme une vague calme. Bien que la maison fût petite et pauvre, elle était remplie de chaleur. Les murs en bois avaient entendu plus de rires que le manoir de Jonathan n'en avait entendu depuis des années. Dehors, le monde croyait que Jonathan Reed était parti. Dans son grand manoir, Mark, David et Hélène célébraient avec du vin et de la musique, convaincus d'avoir réussi. Ils se partageaient sa fortune dans leurs esprits, se faisant déjà passer pour les maîtres de son entreprise. Mais dans une humble maison en bois au bord de la mer, la vie de Jonathan était restaurée pièce par pièce. Un soir, Jonathan était assis devant la maison, la brise de l'océan touchant son visage. Ethan était assis à côté de lui, rapiéçant un filet de pêche avec des mains minuscules et soigneuses. Jonathan le regardait tranquillement, son cœur lourd de gratitude. Finalement, il parla, sa voix étant ferme maintenant. « Ethan, tu m'as rendu la vie. Je ne l'oublierai jamais. » Ethan leva les yeux, souriant. « Vous n'avez pas besoin de me remercier.
Vous avez juste besoin de vous rétablir. Jonathan sourit faiblement. Je te dois plus que des remerciements. À l'intérieur de la maison, Clara remuait une marmite de soupe, écoutant en silence. Elle aussi savait que la vie les avait réunis pour une raison. Le cœur de Jonathan portait à la fois de la douleur et de la gratitude, de la douleur de la trahison, de la gratitude pour le sauvetage. Il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux pour toujours. Le 7e jour, la force de Jonathan était revenue entièrement. Son corps n'était plus faible, bien que son cœur portât encore des blessures. Il s'assit à nouveau dehors, regardant les vagues, pensant profondément. Les petites mains d'Ethan travaillaient sur le filet, mais ses yeux jetaient des coups d'œil à Jonathan. « Vous avez l'air triste », dit simplement le garçon. Jonathan soupira. « Je pense à ma famille. À ce qu'ils ont fait. » Sa voix était lourde, remplie de chagrin. Ethan fronça les sourcils. « Ils vous ont poussé. Mais, pourquoi? Vous êtes leur frère. » Les yeux de Jonathan s'assombrirent. « Parce que la cupidité aveugle les cœurs. Parce que la jalousie mange l'amour. Je n'ai jamais cru que ma famille pouvait me trahir. Mais j'ai eu tort. » Clara sortit, essuyant ses mains sur son tablier. Elle regarda Jonathan avec inquiétude. « Vous devez être prudent, Jonathan. S'ils ont essayé une fois, ils pourraient essayer à nouveau. Vous êtes en sécurité ici avec nous. » Jonathan hocha la tête lentement. « Je sais. Mais je ne peux pas me cacher pour toujours. J'ai une entreprise. J'ai des travailleurs qui dépendent de moi. Et je ne peux pas laisser le mal gagner. Si je reste silencieux, ils prendront tout. » Les yeux de Clara s'adoucirent d'inquiétude. Il pourrait être dangereux de leur faire face. Jonathan tourna son regard vers l'horizon. Ses yeux brûlaient de détermination. Dangereux, oui. Mais je ne peux pas permettre que la trahison règne. Je dois aller à la police. Justice doit être faite. Ethan le regarda avec de grands yeux. Vous allez les combattre? Jonathan posa doucement une main sur l'épaule du garçon. Pas avec des poings, Ethan. Avec la vérité. La vérité est plus forte que les mensonges. Clara soupira, le cœur déchiré. Elle admirait son courage mais craignait pour sa sécurité. Pourtant, elle savait qu'il avait raison. Certaines batailles doivent être affrontées, quel que soit le risque. Jonathan se leva, grand et fort à nouveau. L'homme qui avait été laissé pour mort dans les vagues se tenait maintenant prêt à se battre. Pas avec des armes, mais avec la justice. Et à ses côtés se tenaient un pauvre garçon et sa mère, dont la gentillesse l'avait ramené de la mort à la vie. Le temps du silence était terminé. Le temps de la vérité était venu. Le poste de police de Miami était très occupé ce matin-là. Les téléphones sonnaient, les machines à écrire cliquaient, et les officiers allaient et venaient avec des dossiers dans les mains. Les grandes portes vitrées s'ouvrirent, et un grand homme entra dans des vêtements propres mais simples. Il n'était pas seul. À côté de lui marchait Clara, calme et sûre d'elle, et juste derrière elle, le petit Ethan, les yeux écarquillés alors qu'il regardait l'endroit animé. Les officiers à l'accueil levèrent les yeux. Leurs yeux s'agrandirent. Un officier laissa même tomber son stylo. « Monsieur Reed » murmura-t-il, incrédule. Un autre officier se précipita. Sa voix tremblait de choc. « C'est impossible. Nous avons entendu dire que vous aviez disparu en mer. Tout le monde pensait que vous étiez parti. » Jonathan hocha la tête lentement, son visage sérieux. C'était le cas. Mais j'ai survécu. Et je suis ici maintenant parce que je dois dire la vérité. Les officiers le conduisirent rapidement dans une pièce privée. Les stores étaient baissés, et un capitaine aux cheveux gris entra, son uniforme impeccable, ses yeux vifs. Il regarda Jonathan attentivement, puis lui tendit la main. « Monsieur Reed » dit le capitaine. « Vous êtes un homme chanceux. Nous avions déjà des rapports selon lesquels votre bateau de croisière est revenu sans vous. Vos frères et sœurs ont affirmé que vous aviez disparu. Ils nous ont dit que vous aviez dû glisser par-dessus bord. » La mâchoire de Jonathan se serra. Sa voix était basse mais ferme. « Je n'ai pas glissé. Ils m'ont poussé. » La pièce devint silencieuse. Le poids de ces mots pesait lourdement dans l'air. Ethan était assis près, ses petites mains agrippant le bord de la chaise, tandis que Clara regardait Jonathan avec un soutien silencieux. Le capitaine se pencha en avant.
Vous êtes en train de dire que votre propre famille a essayé de vous tuer? Les yeux de Jonathan se remplirent de douleur. Oui. Marc, David et Hélène. Mon propre sang. Ils ont ri avec moi, ils ont mangé avec moi, puis ils m'ont poussé dans l'océan comme si je n'étais rien. Clara parla doucement, sa voix forte. Mon fils l'a sauvé. Nous l'avons ramené de la mort. Il est vivant grâce à nous, et ce qu'il dit est vrai. Ethan hocha la tête avec empressement, sa jeune voix s'élevant. Je l'ai vu se noyer. Je l'ai tiré dans notre bateau. Il était presque mort. Le capitaine regarda d'un visage à l'autre. Ses yeux s'adoucirent devant le courage du garçon. Puis il redevint sérieux, tirant un carnet plus près. Nous allons agir immédiatement. Mais nous avons besoin de détails. Racontez-nous tout, monsieur Reed. Depuis le début. Jonathan parla lentement, avec soin, sa voix remplie de chagrin. Il décrivit le dîner, les faux sourires, le murmure de « bientôt », la poussée, l'océan froid qui l'engloutissait. Ces mots peignaient une image claire, et l'officier griffonna chaque détail. Quand il eut fini, le capitaine ferma son carnet. Sa voix était ferme. Nous ne laisserons pas passer ça. Vos frères et sœurs pensent que vous êtes morts. Cela nous donne l'avantage. Nous planifierons avec soin et les attraperons dans leurs propres mensonges. Jonathan acquiesça, bien que son cœur fût endolori. Il n'avait jamais voulu voir ce jour, sa propre famille ennemie. Mais la vérité était la vérité, et la justice devait prévaloir. Clara posa doucement une main sur son bras. Vous n'êtes plus seul. Jonathan lui adressa un faible sourire. Non, je ne le suis pas, le plan était établi. Le temps de se cacher était terminé. De retour au manoir de Jonathan, la nuit était remplie de musique. Des lumières vives brillaient des hautes fenêtres. Les rires se déversaient, se répandant dans les jardins. À l'intérieur, Marc, David, Hélène et leurs amis célébraient de manière déchaînée. Des bouteilles de vin étaient ouvertes sur la table. Des assiettes de plats riches étaient à moitié mangées. La musique jouait fort, et David dansait au milieu de la pièce, un verre levé haut. Il est parti pour de bon, cria David, tournant maladroitement. Notre cher frère dort avec les poissons maintenant. Tout le monde rit. Hélène était assise dans le grand fauteuil de Jonathan à la tête de la table, balançant une jambe comme une reine. Elle faisait tournoyer son verre paresseusement, ricanant. Enfin, le monde me voit, et pas seulement la petite sœur de Jonathan. L'entreprise sera à moi. Marc versa plus de vin, son visage rouge d'alcool. Il claqua la bouteille sur la table. À nous. Les nouveaux maîtres de Reed Construction. Les invités applaudirent. Les verres s'entrechoquèrent encore et encore. La musique faisait trembler les murs. Ils ne remarquèrent pas le silence qui s'installait à l'extérieur. Ils n'entendirent pas le doux bourdonnement des voitures de police qui roulaient dans l'allée. Ils ne virent pas les officiers se déplaçant comme des ombres, encerclant le manoir avec précaution. À l'intérieur, Hélène s'adossa en riant. Vous pouvez croire à quel point c'était facile? Ils nous faisaient tellement confiance. Une seule poussée, et c'était fini. David rejeta la tête en arrière, riant cruellement. L'idiot a même trinqué à nous avant qu'on le tue. À la famille et à l'unité. La pièce rugit de rires affreux. Ils étaient trop occupés à savourer leur fausse victoire pour voir que leur fin les attendait déjà à la porte. La célébration était à son apogée lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grand. La musique s'arrêta. Les rires se figèrent. Jonathan Reed entra dans la pièce, grand, vivant et fort. Ses vêtements étaient simples, mais sa présence remplissait tout le manoir. Ses frères et sœurs le fixèrent comme s'ils avaient vu un fantôme. Le verre d'Hélène lui glissa des mains et se brisa sur le sol. Son visage devint pâle, ses lèvres tremblant. Impossible, murmura-t-elle. David recula en trébuchant, les yeux grands de terreur. Non, non, ce n'est pas possible. Le visage de Marc se vida de sa couleur, son corps raidit. Il ne pouvait pas parler. Derrière Jonathan, des policiers firent irruption, leur voix forte et autoritaire. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Les invités haltèrent, certains poussant des cris stridents, d'autres essayant de se cacher. La musique mourut complètement, remplacée par le claquement sec des menottes. Jonathan regarda ses frères et sœurs, ses yeux pleins de douleur mais fermes. Sa voix était lourde.
vous avez trahi la famille. Mais la justice ne dort jamais. Marc tenta de parler, ses mots butants. Jonathan, attends, on n'a pas, mais les officiers le traînèrent en avant, lui mettant des menottes au poignet. Hélène tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Frère, s'il te plaît. Pardonne-nous. On était ivre, on ne voulait pas, le visage de Jonathan resta froid. Son cœur était endolori, mais il ne vacilla pas. David cria sauvagement alors qu'ils l'emmenèrent. Ce n'est pas juste. Tout ça aurait dû être à nous. Tout ça aurait dû être à nous. Les officiers le poussèrent vers la porte. Le grand manoir, autrefois rempli de rires et de lumière, résonnait maintenant de cris et des pas lourds de la justice. Les frères et sœurs, qui avaient trinqué à leur victoire il y a seulement quelques minutes, étaient maintenant des prisonniers enchaînés. Jonathan se tenait au centre de la pièce, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Il était revenu. Et avec son retour, leur plan maléfique s'était effondré en poussière. Le lendemain matin, la prison était froide et grise. Marc, David et Hélène étaient assis dans des cellules séparées, leurs visages pâles, leurs yeux vides. Les murs résonnaient de silence. La nouvelle de la survie de Jonathan s'était déjà répandue à travers Miami. Les journaux affichaient des titres en gras, Jonathan Reed survit à une tentative de meurtre par sa famille. Les travailleurs de son entreprise se réjouissaient, célébrant que leur gentil patron était en vie. Des inconnus en ville parlaient avec admiration, disant « Le bon homme a été sauvé. Le mal est tombé. » Jonathan lui-même entra tranquillement dans le poste de police, ses pas fermes. Clara et Ethan marchaient à ses côtés. Les officiers le saluèrent avec respect, inclinant légèrement la tête. Le capitaine le conduisit aux cellules. Jonathan s'arrêta, regardant ses frères et sœurs à travers les barreaux de fer. Marc pressa son visage contre les barreaux. Sa voix était désespérée. « Frère, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons été stupides. Nous avons été aveugles. Ne nous laisse pas ici. » Hélène sanglota, ses mains s'agrippant fermement aux barreaux. « Jonathan, nous sommes ton sang. Ne les laisse pas nous emmener. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. » David était assis, la tête dans ses mains, gémissant. On ne voulait qu'une part. On ne voulait pas que ça aille si loin. Jonathan écouta tranquillement. Son visage était illisible. Finalement, il parla, sa voix calme mais ferme. Vous avez planifié ma mort. Le pardon appartient à Dieu. La justice appartient à cet endroit. Ses frères et sœurs supplièrent à nouveau, leur voix s'élevant, mais Jonathan se détourna. Il sortit lentement du poste, sans jamais regarder en arrière. Clara et Ethan le suivirent, leur présence étant un soutien solide à ses côtés. Pour Jonathan, la famille ne signifiait plus le sang. La famille signifiait la loyauté. La famille signifiait l'amour. Et il l'avait trouvé, non pas dans un manoir rempli de cupidité, mais dans une pauvre maison en bois au bord de la mer. Le chapitre de la trahison était clos. Le chapitre de la justice était écrit. Le soleil se couchait lorsque la voiture noire de Jonathan s'arrêta devant les hauts portails en fer de son manoir. Le ciel du soir était orange et violet, et la grande maison se tenait comme un château, ses fenêtres captant la dernière lumière. Pendant des années, Jonathan était revenu seul dans cette maison, accueilli seulement par des couloirs silencieux et des pièces vides. Mais ce soir était différent. Clara et Ethan étaient avec lui. Ethan pressa son visage contre la vitre de la voiture, ses yeux écarquillés alors qu'il fixait les hauts portails. Ses petites mains serraient le siège. « C'est si grand, murmura-t-il. C'est votre maison ? » Jonathan sourit doucement. « Oui, Ethan. C'est ma maison. Et aujourd'hui, elle s'ouvrira pour vous. » Clara était assise tranquillement à côté d'eux, ses mains jointes sur ses genoux. Son cœur était mal à l'aise. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel monde. Elle vivait dans une maison en bois avec des trous dans le toit, une maison qui sentait le sel et le poisson. Pour elle, ce manoir ressemblait à un autre monde. Les portails s'ouvrirent lentement, et la voiture roula sur la longue allée bordée de grands palmiers. La fontaine devant projetait de l'eau argentée dans l'air, et les fleurs s'épanouissaient vivement le long du chemin. Ethan halta, ses yeux brillants. « Maman, regarde l'eau. C'est comme de la magie. » Clara esquissa un petit sourire, bien que son cœur tremblât encore. « Oui, Ethan. C'est magnifique.
Jonathan les regardait tranquillement, son cœur chaleureux. Pour la première fois, il n'était pas fier de la maison elle-même, mais de la joie qu'elle apportait aux autres. Ils sortirent de la voiture. Le personnel se rangea à l'entrée, surpris de voir Jonathan en vie et encore plus surpris de le voir avec des invités. Des murmures coururent parmi eux alors qu'ils s'inclinaient respectueusement. Jonathan leva la main. Accueillez Clara et Ethan. Traitez-les comme de la famille. Les mots s'installèrent dans le cœur de Clara comme la lumière du soleil. Mais elle hésitait encore. Nous n'appartenons pas à un tel endroit, dit-elle doucement. Jonathan se tourna vers elle, sa voix ferme mais gentille. Cette maison est vide sans une vraie famille. Aujourd'hui, elle devient un foyer. Il les conduisit à l'intérieur. Les portes s'ouvrirent en grand, révélant un grand hall avec des sols en marbre et des lustres brillants. La bouche d'Ethan tomba. Ses petits pas résonnèrent alors qu'il courait en avant, touchant les tables polies, fixant les grands rideaux. « Maman! Cette pièce est plus grande que toute notre maison, » cria-t-il. Son rire rebondit sur les murs. Clara marchait lentement, ses yeux s'imprégnant de la beauté mais son cœur se sentant timide. Elle n'avait jamais touché de mur aussi lisse, jamais vu la lumière briller de lampes en cristal. Elle se murmura, « Ce n'est pas pour moi. » Jonathan l'entendit. Il s'arrêta et lui fit face. Ses yeux étaient doux, presque suppliants. « Clara, écoute. Les richesses ne signifient rien si elles ne peuvent pas être partagées. Toi, tu m'as donné la vie quand j'avais tout perdu. Cette maison, ces murs, cette fortune, tout cela me semble vide sans des gens comme toi. S'il te plaît, reste. » Ces mots firent fondre son hésitation un peu. Elle hocha la tête silencieusement, bien que son cœur portât encore de l'humilité. Le dîner fut servi ce soir-là. La longue table de salle à manger, qui avait toujours semblé froide et silencieuse, dégageait maintenant de la chaleur. Clara était assise à la droite de Jonathan et Ethan à sa gauche. Le personnel se déplaçait tranquillement, servant la nourriture, mais leurs yeux lançaient des regards avec de doux sourires. Eux aussi sentaient le changement, le manoir était à nouveau vivant. Ethan mangeait joyeusement, gloussant chaque fois que Jonathan lui posait des questions sur la pêche. Clara était assise avec grâce, encore incertaine, mais les yeux de Jonathan ne la quittaient jamais. La gratitude remplissait son cœur, se répandant dans chaque mot, chaque regard. Pour la première fois depuis des années, son manoir n'était plus seulement une maison. Il était touché par le rire, la gentillesse et la douce promesse d'une famille. Les jours se transformèrent en semaines. Jonathan se trouva de plus en plus attiré par la force tranquille de Clara. Elle se déplaçait dans le manoir non pas comme une invitée qui voulait des richesses, mais comme une femme qui portait dignité et simplicité. Elle ne demandait jamais de bijoux ou de vêtements. Au lieu de cela, elle demandait souvent à Jonathan des nouvelles de ses travailleurs, des familles qui l'aidaient, des projets dont il rêvait. Un matin, Jonathan entra dans le jardin et trouva Clara en train d'arroser des fleurs. Le soleil touchait son visage, et ses mains bougeaient doucement sur les feuilles. Elle fredonnait doucement, sa voix se mêlant à celle des oiseaux. Jonathan s'arrêta, regardant en silence un instant. Puis il parla. Ces fleurs n'ont jamais semblé aussi vivantes avant. Clara leva les yeux, surprise. Je ne fais que leur donner de l'eau. Vous leur donnez le jardin. Jonathan secoua la tête. Non, Clara. L'eau est ce qui les maintient en vie. Tout comme la gentillesse maintient un cœur en vie. Et toi? Un jour, Jonathan lui montra un plan. C'est le design d'une nouvelle maison. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Alors c'est comme ça que vous construisez. Vous le dessinez d'abord. Jonathan sourit. Oui. Chaque grande chose commence par un petit dessin. Ethan traça les lignes avec son doigt. Tu peux m'apprendre? Jonathan rit, son cœur gonflant. Bien sûr. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Ethan sourit largement. Alors un jour, je construirai une maison pour toi. La poitrine de Jonathan s'endolorit d'émotion. Il posa une main sur la tête d'Ethan. Tu m'as déjà donné plus qu'une maison, Ethan. Tu m'as rendu la vie. La société de Miami commença à remarquer. Chaque fois que Jonathan apparaissait à des événements, Clara était parfois à ses côtés. Elle portait des robes simples, mais sa grâce faisait que les gens tournaient la tête. Certains chuchotaient, certains jugeaient, mais Jonathan les ignorait. Un soir, après une réception,
Jonathan raccompagna Clara dans sa chambre du manoir. Le couloir était silencieux, éclairé par de douces lampes. Il s'arrêta, la regardant avec des yeux doux. « Tu te tiens à mes côtés, Clara, même si le monde nous regarde. »« Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle le regarda doucement. « Parce que je vois votre cœur, pas votre fortune. Je vois l'homme, pas le manoir. » Ces mots s'enfoncèrent profondément, et le cœur de Jonathan s'agita de quelque chose de nouveau. Une nuit, la lune brillait sur la baie de Biscayne. L'eau scintillait comme de l'argent, et l'air était frais. Jonathan demanda à Clara de se promener avec lui au bord de l'eau. Ils marchaient lentement, leurs pas s'enfonçant dans le sable. Ethan était déjà couché, les laissant seuls sous le clair de lune. Le cœur de Jonathan battait vite. Il avait affronté des tempêtes, la trahison, même la mort, mais ce soir, il se sentait plus nerveux que jamais. Il s'arrêta près de l'eau, regardant les vagues infinies. Sa voix était basse. « Clara, j'ai cru que j'avais toute une foi. Une grande entreprise, un manoir, le respect. Mais quand mon propre sang m'a trahi, j'ai réalisé que je n'avais rien. » Clara écouta en silence, ses yeux fixés sur lui. Jonathan se tourna vers elle, son visage sincère. « Quand toi et Ethan avez pris soin de moi, vous m'avez donné quelque chose de plus grand que les richesses. Vous m'avez donné l'amour. Vous m'avez donné une famille. » Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent légèrement, sa respiration coupée. Elle ne s'était pas attendue à ces mots. Jonathan s'approcha. Sa main trembla légèrement alors qu'il tendait la sienne vers elle. « Je ne te demande pas de nous rejoindre pour la fortune. Je te demande seulement ton cœur. Sans lui, cette maison, cette vie, rien de tout cela n'a d'importance. » Pendant un instant, le silence plana entre eux, brisé seulement par le bruit des vagues embrassant le rivage. Clara baissa les yeux, ses joues chaudes. « Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à votre amitié, encore moins à votre cœur. » La voix de Jonathan était douce mais ferme. « Mais tu as les deux. Clara, veux-tu marcher avec moi, non seulement ce soir, mais toujours ?» Ses yeux se levèrent lentement, rencontrant les siens. En eux, Jonathan ne vit pas la peur, mais une joie tranquille. Elle esquissa un faible sourire. « Oui, Jonathan. » Mon cœur dit oui. Le soulagement et le bonheur inondèrent la poitrine de Jonathan. Il la tira doucement dans ses bras, le clair de lune les enveloppant comme une bénédiction. La mère murmura doucement, comme si elle célébrait aussi leur confession. Des semaines passèrent après cette nuit, leur lien se renforçant. Jonathan décida qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il ne voulait pas seulement des mots, mais une promesse. Il invita Clara et Ethan dans le jardin un soir. Les fleurs étaient en pleine floraison, leurs couleurs brillant sous la douce lumière des bougies placées le long des allées. La fontaine scintillait, et l'air était rempli du doux parfum des roses. Ethan marchait devant, ses petits pieds sautillant sur le chemin de pierre. Il sentait que quelque chose de spécial se passait mais ne savait pas quoi. Clara suivait, son cœur curieux. Jonathan se tenait au milieu du jardin, ses mains derrière son dos. Ses yeux brillaient de nervosité et d'espoir. Quand Clara le rejoignit, il s'agenouilla lentement sur un genou. Dans sa main, il tenait une bague simple, brillant doucement à la lueur des bougies. Clara haleta, sa main se posant sur sa bouche. Son cœur s'emballa. La voix de Jonathan trembla d'émotion. « Clara Miller, tu m'as sauvé alors que j'étais perdu. Tu m'as donné de l'amour alors que je n'en avais pas. Veux-tu m'épouser, et nous permettre de construire une nouvelle famille ensemble ?» Des larmes remplirent les yeux de Clara. Elle secoua la tête incrédule, chuchotant « Je ne mérite pas ça. » Les yeux de Jonathan s'adoucirent. « Tu mérites plus que tout ce que je pourrais jamais te donner. Mais je passerai ma vie à essayer. » Ethan frappa dans ses mains, sautant de haut en bas. « Dis oui, maman. S'il te plaît, dis oui. » Son rire remplit le jardin, léger comme les étoiles au-dessus. Les larmes de Clara coulèrent sur ses joues, mais son sourire perça à travers. Sa voix trembla alors qu'elle chuchotait « Oui, Jonathan. Je le veux. » Le jardin sembla briller plus fort. Des rires, des étreintes et des larmes remplirent la nuit. Jonathan glissa la bague à son doigt, ses yeux brillants de joie. Cette nuit-là, Jonathan réalisa que l'amour l'avait sauvé aussi sûrement que les petites mains d'Ethan l'avaient tiré de la mer. La petite église blanche de Miami était remplie de fleurs. Des roses blanches bordaient les allées,
et une douce musique jouait sur un petit piano dans un coin. Le soleil se déversait doucement à travers les vitraux, peignant le sol de couleurs de bleu, de rouge et d'or. Les invités chuchotaient en entrant, leur voix remplie d'excitation. Certains étaient de vieux amis de Jonathan. D'autres étaient des travailleurs de son entreprise qui étaient venus célébrer l'homme qui avait toujours pris soin d'eux. Personne ne parlait de trahison ou de douleur aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'était question que de joie. À l'hôtel, Jonathan se tenait, grand, dans un costume bleu marine, son cœur battant vite. Ses mains tremblaient légèrement, bien qu'il essayât de le cacher. Il avait affronté des tempêtes, la trahison, et même la mort, mais attendre Clara était le plus beau moment de sa vie. Les portes à l'arrière de l'église s'ouvrirent. Toutes les têtes se tournèrent. Clara marchait lentement dans l'allée, sa main fermement tenue par Ethan. Elle portait une simple robe couleur crème, douce et gracieuse, sans bijoux à part une petite fleur épinglée dans ses cheveux. Pourtant, pour Jonathan, elle semblait plus brillante que le soleil. Ethan, fier et souriant, marchait à ses côtés comme un petit homme, la poitrine bombée. Il regarda Jonathan et fit un petit signe de la tête, comme pour dire « Prends soin d'elle ». Les yeux de Jonathan se remplirent de larmes en les regardant se rapprocher. Son cœur murmura « C'est ma vraie famille ». La voix du pasteur était chaleureuse et aimable lorsque la cérémonie commença. L'amour est patient. L'amour est gentil. L'amour est le lien qui ne se brise jamais. Les yeux de Clara s'illuminèrent en écoutant. La poitrine de Jonathan se souleva et s'abaissa rapidement, son cœur tambourinant. Quand vint le moment des vœux, la voix de Jonathan trembla, mais il parla avec tout son cœur. « Clara, tu m'as donné la vie quand j'étais perdu. Tu m'as donné l'amour quand je n'en avais pas. Je promets de t'aimer, de t'honorer et de me tenir à tes côtés pour tous les jours de ma vie. » La voix de Clara trembla aussi, mais elle était ferme de vérité. « Jonathan, je n'ai jamais demandé de richesse. Je n'ai voulu que de l'amour et de la gentillesse. Tu m'as donné les deux. Je promets de marcher avec toi à travers la joie et la tristesse, à travers la lumière et l'obscurité, pour tous les jours de ma vie. » Le pasteur sourit. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. » L'église fut remplie d'applaudissements. Jonathan se pencha, embrassant Clara doucement alors que les acclamations s'élevaient autour d'eux. Ethan applaudit bruyamment, sautant de haut en bas de joie. Ils sont mariés. Ils sont mariés. Les invités rirent, leur cœur touché par le bonheur du garçon. Pour Jonathan et Clara, ce n'était pas juste un mariage. C'était la fin de la trahison et le début d'une vie pour toujours. Après le mariage, le manoir changea. Ce n'était plus un endroit de silence et d'ombre. Il devint vivant avec des rires, de la chaleur et de l'amour. Clara s'y installa pleinement, apportant sa touche douce à chaque pièce. Elle décora avec des choses simples, des fleurs fraîches, des rideaux colorés, des couvertures chaudes. Les couloirs de marbre froid commencèrent à se sentir doux et accueillants. Jonathan adopta légalement Ethan, lui donnant le nom de Reed. Le jour où les papiers furent signés, Ethan le serra fort dans ses bras, des larmes dans les yeux. « Tu es mon papa maintenant. » Les yeux de Jonathan se remplirent aussi de larmes. « Oui, Ethan. Et je ne te laisserai jamais partir. » À partir de ce jour-là, Ethan l'appela fièrement « Papa ». Il marchait plus grand, souriait plus fort et suivait Jonathan partout. Au dîner, les trois s'asseyaient ensemble, racontant des histoires, riant jusqu'à ce que les serviteurs sourient depuis la cuisine. Le soir, Clara mettait Ethan au lit dans son nouveau lit, mais Jonathan venait souvent aussi, s'asseyant sur le bord et écoutant les questions sans fin du garçon. « Papa, » demanda un jour Ethan, « pourquoi les étoiles sont-elles si petites ?» Jonathan gloussa. « Elles ont l'air petites parce qu'elles sont loin. Mais elles sont plus grandes que tu ne peux l'imaginer. » Ethan sourit largement. « Comme l'amour. Il a l'air petit, mais il est vraiment immense. » Jonathan regarda Clara et sourit doucement. « Oui, Ethan. Exactement comme l'amour. » Le manoir n'était plus seulement des murs et des fenêtres. C'était un foyer, un lieu vivant et respirant où l'amour résonnait plus fort que la fortune. Le temps passa, et la joie se multiplia. 1 an après le mariage, Clara donna naissance à une petite fille. Ils la nommèrent Grace. Jonathan tint le petit bébé dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. « Grace, » murmura-t-il, « parce que tu es un cadeau. » Clara sourit faiblement de son lit, son cœur rayonnant. Ethan se tenait fièrement à ses côtés,
regardant le bébé avec de grands yeux. Elle est si petite, murmura-t-il. Elle va grandir? Jonathan gloussa doucement. Oui, Ethan. Et tu seras son grand frère, son protecteur. Ethan hocha la tête sérieusement. Je la protégerai pour toujours. 2 ans plus tard, Clara donna à nouveau naissance, cette fois à un garçon nommé Daniel. La maison résonnait maintenant des rires d'enfants, du son des petits pas et des cris joyeux d'une famille grandissante. Grace, avec ses 12 boucles, suivait Jonathan partout, l'appelant. Daniel, fort et curieux, grimpait sur tout ce qu'il pouvait, remplissant la maison de bêtises. Ethan grandit, devint plus responsable, aidant toujours Clara et guidant ses jeunes frères et sœurs. Il lisait des histoires à Grace le soir et portait Daniel sur ses épaules. Le manoir qui avait autrefois résonné de silence débordait maintenant de vie. Les rires résonnaient dans les couloirs. Des jouets gisaient éparpillés sur les sols polis. La table de la salle à manger était pleine non seulement de nourriture, mais d'histoires, de chansons et de joie sans fin. Jonathan, autrefois un homme trahi, regardait maintenant autour de lui et voyait des bénédictions partout. Son entreprise devint aussi plus forte, mais il ne travaillait plus pour les richesses seules. Chaque projet qu'il construisait était dédié à la famille, à l'amour, aux deuxièmes chances. Les années passèrent. Les cheveux de Jonathan devinrent argentés, mais son cœur était plus rempli que jamais. Un soir d'été, il était assis sur le porche du manoir, regardant ses enfants jouer sur la pelouse. Ethan, maintenant un jeune homme, lançait un ballon avec Grace et Daniel. Leur rire flottait dans l'air doré alors que le soleil descendait, peignant le ciel en orange et rose. Clara était assise à côté de Jonathan, sa main reposant doucement dans la sienne. Ils partagèrent un sourire tranquille, leur cœur comblé. Les yeux de Jonathan s'adoucirent en les regardant. Il murmura, « La famille n'est pas une question de sang, Clara. La famille est une question d'amour. » Elle s'appuya contre lui, sa voix douce. « Et l'amour, c'est ce que nous avons construit ensemble. » Ethan cria depuis la pelouse, sa voix joyeuse. « Papa, viens jouer. » Jonathan rit, se levant lentement. « Très bien, tu as gagné. J'arrive. » Il rejoignit ses enfants sur la pelouse, courant, riant, sa voix résonnant de joie. Clara regarda, son cœur gonflé de gratitude. L'homme qui était autrefois tombé dans l'océan sombre de la trahison se tenait maintenant entouré de la lumière de l'amour. Son histoire ne s'était pas terminée dans le chagrin, mais dans le triomphe. Le manoir, autrefois froid et vide, était maintenant vivant avec le son de la famille. Les rires, l'amour et les deuxièmes chances remplissaient chaque pièce. Jonathan Reed avait trouvé son bonheur éternel, non pas dans les richesses, ni dans le pouvoir, mais dans les bras de ceux qui l'aimaient sincèrement. Je suis content que vous ayez lu jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.